tous et à toutes et bienvenue dans cette partie donc, dans laquelle on va parler des réseaux de Petri. Donc c'est la seconde partie, si on veut, du cours RCP 105. Alors au programme donc, la définition de système concurrent. Donc on va voir les systèmes à événements discrets, les réseaux de Petri, l'origine, une présentation informelle, et puis modéliser donc un système à événements discrets à l'aide d'un réseau de Petri. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un système? Donc, ça va être un ensemble d'éléments qui sont organisés en fonction d'un même but. Et donc, un système concurrent, eh bien, ça va être justement lorsqu'il y a une compétitive ou des éléments asynchrones. Donc, une exécution simultanée des éléments qui interagissent les uns avec les autres. Soit ils coopèrent, soit ils sont compétitifs. On va voir des ressources qui sont partagées, exclues l'un à l'autre. Ils peuvent être donc synchrones ou asynchrones. Alors un premier exemple de système concurrent, cette fois-ci, enfin synchrone et coopératif, comme vous allez voir. Donc on peut imaginer deux machines, une qui va fabriquer des tubes en acier, l'autre qui va fabriquer des vis, et des rondelles, etc. D'accord. Et une fois que les deux machines ont produit leurs produits finaux, elles vont le donner à une troisième machine qui va pouvoir assembler un vélo. Donc on voit qu'ici ça marche en parallèle, et puis ici, donc il faut qu'elle attende les deux autres. Voilà, et donc en fait ça va être ça, la modélisation via les réseaux de Petri. Ça va nous permettre par exemple de faire ce genre de modélisation, où donc certaines machines doivent produire des choses en parallèle, une doit attendre des choses, donc des ressources qui sont produites pour produire elles-mêmes. Alors ici, donc, c'est coopératif dans le sens où cette machine attend les autres, enfin c'est en ligne, alors qu'on peut avoir des choses compétitives, par exemple l'accès à une base de données en lecture-écriture. Si un ordinateur y accède en lecture-écriture, enfin surtout en écriture, l'autre ne peut pas y accéder pour le moment. Et donc il y a exclusion l'un par rapport à l'autre. Donc voilà ce qu'on va pouvoir, ce qu'on va devoir plutôt modéliser via donc les réseaux de Petri. Alors, quelles sont les questions que l'on va se poser? C'est comment assurer le bon fonctionnement du système concurrent, donc contrôler l'ensemble des activités concurrentes, contrôler la progression et les interactions de chaque activité, et puis assurer les protections réciproques, et puis comprendre la dynamique des systèmes. Est-ce que ça va coincer à un moment donné? Est-ce qu'il va avoir un empilage de pièces quelque part non utilisées, etc. Alors, on verra aussi dans un second temps la dynamique d'un système. Donc l'évolution, le comportement d'un système dans le temps, quels sont ses états possibles, quels sont les changements d'état possibles, les conditions et conséquences d'un changement d'état. Et puis donc est-ce qu'on peut prédire la dynamique du système? Est-ce qu'il y a certains états qui seront terminaux, finaux, où il n'y aura plus d'évolution possible? Est-ce qu'on peut remonter dans les états, etc. Vous verrez prochainement. Alors, un petit slide sur la notion de modélisation. Vous savez que le cours RCP 105, c'est MOCA, modélisation, optimisation, etc. Donc, comment ça se passe techniquement? Donc, on a un système qu'on essaye de modéliser. Donc, voilà, on a fait une simplification du système réel par un modèle de ce système. On va faire son analyse pour voir quelles sont les propriétés du système que l'on a modélisé. Et puis on va regarder si le système réel il vérifie bien ces propriétés-là pour que le modèle colle à la réalité. Si jamais ce n'est pas le cas, si jamais on voit que le système réel il a des propriétés, enfin il ne vérifie pas celles-ci, on fait des révisions et ainsi de suite. Donc il y a comme ça une boucle de rétroaction et on modélise petit à petit pour s'approcher du système réel en prenant de plus en plus en compte la complexité. Alors, quand on va avoir des modèles à faire, il y a beaucoup de systèmes différents. On peut avoir des systèmes avec des variables d'état continues, par exemple, qui dépendent du temps. Des systèmes échantillonnés, c'est-à-dire qu'on va discrétiser le temps. On va dire, dans la première heure, qu'est-ce qu'il se passe? Dans la deuxième, qu'est-ce qui se passe? Etc. Et donc, on va avoir comme ça des segments qui vont, disons, interpoler ou rejoindre deux points où on a fait les calculs. On a fait l'observation, la mesure. On a sinon des systèmes discrets, et puis des systèmes à événements discrets, c'est-à-dire que là, le temps, il est continu, mais les événements ici qui apparaissent sont des éléments discrets, donc 2, 5, 3, 2, etc. Voilà, et donc les réseaux de Petri,
et ben ça va juste représenter donc ceci, c'est-à-dire des variables d'état discrètes et un temps qui va lui-même en fait être discrétisé. Bon, on verra pour le temps. Donc on ne va pas représenter ceci, par exemple des systèmes continus dont la variable d'état est une fonction du temps. On fait ça par des équations différentielles par exemple. Hein. Et nous donc on va avoir automate fini ou réseau de Petri, donc des systèmes discrets à événements discrets. Alors, après cette introduction, bah, passons à la modélisation, quoi. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'un système à état discret? Donc, il va y avoir un certain espace d'état. Donc, S, ça va être S1, S2, S3, S4. Donc, vous voyez les places ici, S1, S2, S3, S4. Et puis, il y a des événements qui peuvent changer l'état, pardon. Donc, comme vous voyez ici, l'événement E1 permet de passer de l'état S2 vers l'état S1. L'événement E2, alors l'événement E2, il va faire deux choses. Il va transformer S1 en S2 et S1 en S3. Enfin, ou plutôt, il va produire, enfin, on verra après la nomenclature. E3, donc, ça boucle S2 sur S2. E4, ça transforme l'état S4 en l'état S3. Donc, essentiellement, des états qui sont les places que vous voyez ici, et puis des transitions entre ces places-là. Alors, depuis un certain état, par exemple, donc depuis S1, on peut se demander est-ce qu'on peut atteindre les autres états. Alors, qu'est-ce que ça peut être ceci? Ça peut être la machine est à l'arrêt, la machine marche sans problème, la machine est en panne, d'accord? Voilà, alors là, ce serait peut-être plutôt la machine marche, hein, puisque elle pourrait tomber en panne ou des choses comme ça. Donc voilà par exemple un des états. Donc si jamais on a S1 un état, est-ce qu'on peut atteindre S2? Donc oui, si jamais l'événement E2 se produit, l'état S2 sera mis en place. D'accord? Est-ce qu'on peut atteindre S3? Oui aussi, toujours par l'événement E2. Est-ce que S4 est atteignable? Non, on ne peut pas le faire. Hein. Okay. Donner les séquences d'événements permettant d'atteindre S2, S3 et S4, ben voilà, donc S2, S3 c'est obtenu par E2 et S4 on ne peut pas. Alors ici donc enfin dans les solutions quoi, donc pour passer de S1 à S3 on a E2 par exemple, enfin on n'a que E2 en fait. Une fois qu'on est en S3 on ne peut plus rien faire, alors que pour passer de S1 en S2, donc on peut faire E2 d'accord, mais on aurait pu aussi faire E2, E3, E2, E1, E2, d'accord, c'est là, E2, E1, E2, d'accord, l'événement E2, l'événement E1, l'événement E2, permet de passer de S1 à S2, mais pas en une étape, hein, en plusieurs étapes, et ainsi de suite. Donc de S1 à S4, il n'y a pas possible. S2 et S3 sont dits atteignables, mais pas S4, évidemment. Et alors, bon, on verra la notion de famine possible pour S2 ou S3 un petit peu plus tard, lorsqu'on mettra des jetons, donc les ressources, hein, dessus. Alors, donc ça fait un petit peu référence à la partie complexité. Alors, on ne l'a pas vraiment vu cette fois-ci. Mais donc, il y a donc la notion d'explosion combinatoire des états. Donc, si jamais on prend deux systèmes assez simples, 1, 2 comme état ici, 3, 4 comme état ici. Donc, bon, il y a un événement qui permet de passer de 1 à 2, l'événement E1, l'événement E2 qui permet de passer de 2 à 1, là, de E3 permet de passer de 3 à 4, et E4 de 4 à 3. Si jamais on fait toutes les combinaisons, on va voir que ça va commencer à être un petit peu gros, parce que 1 peut être en même temps que 3 ou que 4, 2 en même temps que 3 ou que 4, d'accord, mais 1 et 2 ne peuvent pas être, ce sont des états différents d'une même machine. Et donc on va se retrouver avec une machine globale comme ceci. Donc là il faut imaginer deux machines séparées, elles sont en état de fonctionnement ou de panne, hein, par exemple, et ici, les deux fonctionnent, la première est en panne, la deuxième fonctionne, et ainsi de suite, d'accord? Voilà, et donc on va avoir comme ça des graphes qui vont être de plus en plus gros. Donc on se demande, donc, pour éviter l'explosion combinatoire, comment est-ce qu'on peut modéliser ça de manière plus simple. Alors donc c'est l'idée de Petri, hein, d'où le nom de réseau de Petri, donc qui a fait sa thèse en 62, donc vous voyez que c'est pas tout jeune. Donc on fait des communications entre automates, donc on va représenter à la fois des automates indépendants d'évolution interne, et puis donc communiquer entre les automates avec des échanges de messages, et donc la notion justement de ressources que l'on verra après. Et voilà. Et donc la description, ça explicite deux types d'informations, les états et les transitions. Donc depuis tout à l'heure, comme je vous ai dit, les places, hein, les états, et puis les transitions, les événements. Alors, ce qui va être important, c'est ça. Donc
il va y avoir donc deux notions, donc la notion d'état, hein, donc la description logique d'un état du système peut être créé par plusieurs conditions, d'accord. Donc là, ce sont les différents états de notre système. Et puis il y a les événements, donc les transitions entre les états, donc ce sont les actions se déroulant dans le système, et puis le déclenchement dépend de l'état du système, hein. La machine ne peut tomber en panne que si elle est active, hein, si elle est à l'arrêt, elle ne peut pas tomber en panne toute seule, etc. Et donc on va pouvoir distinguer des préconditions et des post-conditions de chaque événement. Donc les préconditions, ce sont les conditions qui sont nécessaires au déclenchement d'un événement, et les post-conditions, celles qui résultent du déclenchement d'un événement. Donc on va voir avec un exemple prochainement. Alors voici un petit exemple. Donc on va considérer un robot qui prend et dépose des cubes en boucle. Donc il y a les états du robot. Il peut être au repos, il peut être en attente d'un cube, il peut déplacer, enfin non, pardon, le robot est au repos, pardon, et le cube, soit il est en attente à l'arrivée, soit il est en déplacement donc avec le robot, soit il est déposé à l'arrivée. Et donc les événements, qu'est-ce que ça peut être? Ça va être donc soit un cube arrive, donc ça va être l'événement E1, soit le robot saisit le cube qui est arrivé, c'est l'événement E2, soit il dépose le cube de l'autre côté, et donc c'est l'événement E3. Voilà. Et alors les préconditions, post-conditions par exemple pour que le robot saisisse le cube, eh bien il faut déjà que le robot soit au repos, hein, qu'il ne soit pas en train d'être utilisé. Donc la précondition c'est C1 et puis qu'il y ait un cube en attente. Donc qu'un cube soit arrivé. Et la post-condition, eh ben, c'est que le cube est déposé, pardon, le cube est déplacé, ça, déposé, c'est 4, voilà. Alors là c'est déplacé, parce qu'il y a déplacé et déposé. Donc le robot se saisit du cube et le cube est en état déplacé. Alors voilà ça, comment ça va se représenter, un réseau de Petri. Donc on va avoir deux types de sommets. Donc ça va être un graphe biparti, il y aura deux types de sommets. Les places qui vont représenter exactement ce qu'on appelait avant les états, et puis les transitions, ce qu'on appelait avant les événements. Et donc il y a des arcs qui relient les sommets de différentes catégories, donc c'est un graphe biparti, c'est-à-dire que vous n'avez un arc que entre une place et une transition, ou qu'entre une transition et une place, mais jamais entre deux places, ou jamais entre deux transitions. Ok, donc arc, place, transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la transition ici arrive, donc l'événement hein, arrive, la précondition, que je ne me trompe pas, c'est que la place, là, il y ait un jeton, ou que cet état-là soit réalisé. Et là, donc, ce sont les post-conditions, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de la transition T, et ben, c'est d'avoir P1 et P2. Là, on va reprendre notre exemple du petit robot avec ce formalisme-là. Donc le robot qui déplaçait les cubes. Alors voilà, donc on a donc combien y a-t-il d'états? Donc les états ce sont les places, hein, donc les ronds blancs. Donc il y avait C1, C2, C3, C4. Donc C1, C2, C3, C4. On les a astucieusement positionnés comme ça. Les événements, donc il y avait, donc ce sont des transitions, il y avait le cube arrive, d'accord? Donc c'est un événement, il n'y a pas de précondition, ça peut arriver comme ça, le colis. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ben, ça a comme conséquence de créer un cube en attente. Le cube est en attente, c'est bien C2. Okay, l'événement E2, le robot se saisit du cube. Qu'est-ce qu'il fallait comme précondition pour que le robot se saisisse du cube? Donc l'événement E2, transition E2, c'est que le robot soit en attente, C1, et qu'il y a un cube en attente aussi, donc C2. Donc vous voyez que là, ce sont les préconditions de l'événement E2, et E2 donne comme post-condition C3, c'est-à-dire que le cube est déplacé pour l'instant. Ok, et puis si le cube est déplacé, et ben relativement automatiquement, il va donc y avoir l'événement E3 qui va être le cube est déposé. Donc la précondition, c'est que le cube soit déplacé, et les post-conditions, c'est que donc le cube est déposé et que le robot est de nouveau au repos. Donc voilà. Alors pour l'instant, ça c'est statique, et donc on va introduire la notion de ressources, de jetons. Donc les jetons, eh bien le voici, jetons dans une place, ça veut dire que il y a la contrainte est satisfaite, d'accord, la satisfaction de la contrainte. Donc il y a
si dans la place P il y a un jeton, ça veut dire que c'est vrai, sinon c'est faux. L'ensemble des jetons, donc, dans les places, marque l'état actuel du système. Donc en fait, quand je parlais d'état, alors il ne faut pas confondre, hein, en fait, parce qu'il y avait l'état, vous savez, quand je disais la machine est à l'arrêt, la machine, etc., donc souvent on appelle ça un état, mais là ça va plus correspondre à ça, donc il faudra vraiment que je fasse attention et que je parle de place, d'accord, P pour la place, et l'état ça va être en fait l'ensemble des jetons qui vont être dans les différentes places justement du système. Alors, quand est-ce qu'une transition est franchissable? Donc elle ne peut, par exemple, là vous voyez la transition T1 nécessite comme précondition P1 et P2. Mais P1 est satisfaite puisqu'il y a un jeton, mais P2 n'est pas satisfaite parce qu'il n'y a pas de jeton. Donc ici, T1 ne peut pas être franchi, d'accord, cette transition, cet événement-là ne peut pas se réaliser. Alors que celui-ci, oui, puisque vous voyez qu'il y a des jetons à la fois dans donc, P'1 ici et P'2. Bon. Donc les deux sont vrais et donc on peut le franchir. Et qu'est-ce qui se passe si jamais on le franchit? Eh bien, avant franchissement, donc par exemple, il y a un jeton dans la place ici. On va dire qu'on va franchir la transition T ici. Et le résultat, donc on va manger le jeton ici. Et on va créer deux nouveaux jetons dans P1 et P2 ici, puisque ça va être réalisé. D'accord? Donc les effets d'un franchissement, retirer un jeton pardon, dans chacune des places d'entrée, et puis ajouter un jeton dans chacune des places de sortie. Donc sachant que, évidemment, vous pouvez avoir éventuellement plusieurs jetons. Imaginez, il y a plusieurs cubes en attente et il n'y a qu'un seul petit robot. Alors, dans le cadre de ce cours, on va faire quelques hypothèses de simplificatrices. Hein. Donc, le réseau va évoluer par franchissement de transition, choisi parmi toutes celles qui sont validées à cet instant, donc que ce soit nous-mêmes qui le déterminions de manière déterministe ou probabiliste, enfin bref. Donc on va considérer avec seulement une seule transition tirée à chaque fois. Donc on va regarder la transition T1 est réalisée, puis la T2, mais pas T1 et T2 en même temps. D'accord? Voilà. Et puis le franchissement d'une transition est indivisible de durée nulle. Donc on va considérer que si T1 est réalisé, alors on enlève les jetons dans les préconditions de T1, on va mettre les jetons dans les post-conditions de T1, et il n'y aura pas de... Il n'y a pas d'événement qui peut se réaliser pendant la durée de cette transition, de franchissement de cette transition. Alors attention, pour ici, hein, si une transition est validée, alors validée dans quel sens? C'est-à-dire si jamais toutes les préconditions sont réalisées, ça ne veut pas dire qu'elle va tout de suite être franchie, d'accord? Il y a des événements, hein, il y a une certaine indéterminisme dans l'évolution. Donc il se peut que vous ayez votre robot libre, le cube qui attend, et puis bah, votre robot il s'y met pas encore au travail, d'accord, la transition, attendez je vais revenir là-dessus, voilà, imaginez il y a un jeton ici, un jeton ici, donc E2 est franchissable, d'accord, E3 ne l'est pas parce qu'il n'y a pas de jeton ici, mais il se peut que bah, l'événement d'après, ce soit encore E1, d'accord, puisqu'il n'y a pas de précondition. Les deux transitions franchissables, donc ce sont E1 et E2. Et puis, il se peut qu'il y ait un cube qui arrive, un cube qui arrive, un cube qui arrive. Et puis, hop, là, pour le coup, votre robot va commencer à franchir, donc à prendre... on va absorber un jeton ici, un jeton ici. Donc là, s'il y en a plusieurs, il va en rester 2, 3. On va en mettre un ici, d'accord. Et puis après... Donc là, ce sera franchissable, mais toujours E1 franchissable. Hein. Et puis, il se peut qu'il y ait encore un cube qui arrive avant que le robot ne dépose la pièce. D'accord? Donc, c'est pas parce que ceci est vrai hein, qu'il va être réalisé de manière automatique. Ceci étant toujours vrai, puisqu'il n'y a pas de précondition. D'accord? Il ne va pas être tout le temps réalisé non plus, on va l'espérer. Donc, un exemple un petit peu différent, mais ça ressemble quand même beaucoup. Donc ici, quelles sont les transitions franchissables? Eh bien, donc il y a E1 puisqu'il n'y a aucune précondition. E2 ne l'est pas parce qu'il n'y a pas de jeton ici. E3 l'est parce qu'il y a un jeton ici, d'accord? Et c'est la seule précondition. Ok? Donc E1 et E3 sont franchissables. S'il y a franchissement de E3, donc on peut déterminer soit en lançant une pièce, enfin un dé, etc., en aléatoire, soit en déterministe. Donc si on se dit c'est E3 qui va être franchi,
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le jeton qui est ici, il va disparaître puisqu'il va être mangé par la précondition et va apparaître en post-condition un jeton en C4 et un jeton en C1, d'accord? Et donc, ceci, ça va être là, d'accord? Voilà, et notez bien que les états du système, voici un système avec deux états différents, c'est le même système, d'accord? Il y a cet état-ci où on va avoir donc, alors on va plus tard le représenter par une matrice, enfin par un vecteur colonne, pardon. Donc ça va être 0, 1, 1, 0, d'accord, pour dire quels sont les jetons, où est-ce qu'il y en a. Et ici, c'est un autre état qui est l'état 1, 1, 0, 1, ok, les jetons dans les différentes places. D'accord. Donc chaque état en fait du système, ça correspond au vecteur où on va mettre les jetons dans les différentes places. Notez bien que les jetons, il n'y a que dans les places et pas dans les transitions où il y en a. Alors, pour finir sur cette toute première vidéo, juste quelques remarques, mais on n'ira pas trop dans cette direction-là. Donc on pourrait s'amuser à changer un petit peu les conditions. Donc si par exemple on dit qu'on peut tirer plusieurs événements à la fois, donc vous voyez si E1 est tiré en parallèle avec E2, donc il y aurait à la fois un jeton qui arrive et à la fois E2 qui se réalise. On pourrait aussi se dire, mais un robot il peut prendre éventuellement deux cubes. Alors est-ce que c'est exactement un cube ou est-ce que c'est exactement deux cubes? Si jamais c'est deux cubes, il faudrait deux jetons ici pour que ce soit vrai. Et il mange les deux jetons, il mange ici, et puis il va créer un jeton ici, ou deux peut-être, ça dépend de comment on le définit, pour dire qu'il y a deux cubes déplacés, ouais peut-être, ou un, bon. Et puis après là ce serait deux cubes déposés, et puis lui il reviendrait ici. Bon, de toute façon on verra pas spécialement ça. Voilà, donc on va terminer sur cette remarque-là. Je voudrais pas faire les vidéos trop longues pour l'instant, donc 20 minutes ça me semble pas mal. Voilà, et donc pour la suite, tout de suite.